Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau point lecture. Comme vous avez pu le voir ici, il s'agira de celui du mois de mai. En mai, disons que j'ai lu 10 livres. Sur ces 10 livres, il y a eu 2 BD et un manga. Et au niveau des retours, c'est assez varié parce que j'ai eu des lectures assez mitigées, des très bonnes lectures et un coup de cœur. Donc vraiment, il y avait un peu de tout et je ne fais pas attendre plus longtemps. Je vous laisse découvrir tout ça. Ma première lecture du mois, ça a été le tome 2 de The Queen Council de Plume et de Flamme de Livia Blackburn aux éditions Hachette Hillows. Donc je vous montre la couverture. Et ce livre faisait partie de ma pile à lire du printemps. Donc ça fait un livre en plus que j'ai lu pour cette pile à lire du coup. Et je trouvais qu'il allait bien pour le printemps étant donné la couleur de la couverture. Et là on a des petites fleurs, je sais pas si vous verrez bien. Donc je me suis dit que je me voyais bien le lire à cette période. Pour faire un résumé ici, donc on est sur une réécriture de Mulan. On part en fait comme si c'était une suite au dessin animé. Donc les événements que l'on connaît tous se sont déroulés. Mulan a pu donc repartir dans son village avec sa famille et elle décide d'entraîner des femmes pour justement qu'elles puissent devenir des soldats. Donc elle vit sa vie tranquillement. Et un jour, Shang va venir la chercher pour ce qu'elle est convoquée au palais impérial. Là-bas, l'empereur va lui apprendre que justement, il l'a choisie comme successeur. Elle va donc devoir apprendre à devenir impératrice. Malheureusement, l'empereur va décéder plus vite que prévu et Mulan va donc devoir monter sur le trône en tant qu'impératrice. Malheureusement, cette transition va faire que les Huns vont revenir à la charge et essayer de conquérir la Chine. Et il se pourrait bien que d'autres personnes ne voient pas d'un très bon œil le fait que Mulan ait atteint le trône. Donc, à première vue, étant donné le résumé, franchement, je m'attendais à une très bonne lecture qui avait tout pour me plaire. Sauf que malheureusement, ça a été une lecture assez mitigée pour ma part. Je lui ai mis la note de 6 sur 10. Et je vous avoue que vraiment j'ai été déçue avec cette lecture parce que vraiment je pensais que j'allais aimer mais ça n'a pas été le cas. Et pour tout vous dire, je pense que c'est une des plus mauvaises lectures que j'ai faites à l'heure actuelle. En tout cas pour cette année, j'ai envie de vous dire. Car même s'il y en a où c'est que j'avais aussi un ressenti mitigé, j'avais quand même été au bout sans trop me poser de questions que là, au bout d'un moment, j'ai hésité à abandonner cette lecture. Pourquoi? Je vous expliquerai tout. Mais j'ai dû aller voir des avis lecture sur Livre Addict et Booknode. Et finalement, ce sont ces avis qui m'ont dit allez, accroche-toi. Et qui m'ont fait justement parvenir au bout de cette lecture. Sinon, je pense que ça aurait été un abandon. Mais malgré tout, et étant donné les avis, je me suis dit que j'avais quand même envie de découvrir la fin. Mais ça reste quand même à mon avis mitigé pour ma part. Et c'est pour ça que je lui ai mis la note de 6 sur 10. Donc comme je vous ai dit, effectivement, on est sur une suite du dessin animé de Mulan. Alors avant de parler des points que j'ai moins appréciés, on va quand même parler du positif. Donc ici, c'est clair, ce qui est intéressant, c'est de voir Mulan qui va endosser un nouveau rôle, celui d'impératrice. Et on va voir aussi une Mulan qui va beaucoup douter au début, et qui va tout au long du roman évoluer, donc passer des doutes à la confiance en ses décisions, justement en ses décisions d'impératrice. Et ça, c'est intéressant. Et dans le livre aussi, ce qui est très bien fait, c'est qu'on découvre plus en détail les coutumes chinoises. Et ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Ainsi que on parle également de la culture qu'on a envers les esprits. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant comme c'était fait, ainsi que la place qu'on accorde aux esprits dans cette culture. Et pareil, bien sûr, on parle de la place de la femme parce que, évidemment, le fait que Mulan devienne impératrice n'est pas très bien vu. Et aussi, beaucoup de personnes ne supportent pas d'avoir une femme au pouvoir. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien amené également. Et justement, c'est tout cela qui va amener des complots et des trahisons. Surtout que, comme je vous ai dit, les Huns commencent à vouloir renvahir la Chine. Donc là aussi, on va voir les complots, tout ce qui est lié en fait à toutes ces fonctions de politique, et ça j'ai trouvé que c'était bien fait, et le fait de profiter des failles en fait que la transition amène. Et pareil aussi, un autre élément qui est très bien fait, c'est la relation entre Mulan et Shang. On voit que leur relation elle est bien réalisée, et aussi que justement comme elle évolue, je trouve que c'était mignon. Voilà, tout simplement, j'ai bien aimé tout cela. Et dans ce livre, je ne peux vous dire qu'une seule chose, c'est qu'on ne sait jamais à qui on peut faire confiance. Donc
voilà, étant donné tout cela, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas aimé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, je vous explique. En fait, pour moi, il y a eu beaucoup de longueur. En fait, la première moitié du livre est très long. Il n'y a pas beaucoup de choses qui s'y passent, on est plus sur Mulan qui doit prendre des décisions, qui se retrouve face au fait qu'elle devienne impératrice. Et pour moi, c'était très long, en fait, au point que je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal avec cette première moitié, et que des fois, je devais me motiver à y retourner, parce que d'autres livres passaient avant, en fait, et que celui-là, je le mettais presque de côté. Au bout d'un moment, je me suis dit, non mais, faut quand même y aller, faut arriver au bout. Mais vraiment, pour moi, c'était très long. Et c'est cette notion de longueur qui, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je sais pas si j'ai envie d'y retourner, j'ai pas la motivation d'y retourner. Et c'est justement suite aux avis lecture que j'ai vus, qui disaient justement que la deuxième partie était plus intéressante, que je me suis dit, allez, accroche-toi, et tu verras bien au début de la deuxième partie si tu continues ou pas. Et heureusement, la deuxième partie devient plus intéressante car là, on arrive sur des complots, de la trahison, tout plein de choses, d'éléments comme ça, et ça avance quand même plus vite. Après, j'ai envie de vous dire aussi ce qui, pour moi, je vais vraiment dire que j'ai eu du mal, c'est le fait qu'on nous propose une Mulan qui va vite se laisser marcher dessus, notamment par les conseillers de l'empereur. Elle va pas assumer ses décisions. Alors, étant donné tout ce qu'elle a déjà fait dans le dessin animé, je me suis dit que j'avais du mal à voir cette Mulan comme ça, là au milieu. Alors après, je peux comprendre que ces nouvelles fonctions, elle a des doutes, mais je pensais qu'elle allait plus vite rebondir là-dessus, et c'est aussi sur ça que j'ai eu du mal. Mais voilà, donc pour moi, ça reste un avis assez mitigé, parce que pour être franc avec vous, comme je vous dis, il y a la moitié du livre. Franchement, je le lisais, mais j'étais pas plus intéressée que ça. Alors, comme je vous dis, il y avait ces notions de coutume, de la place des esprits qui étaient intéressants. Mais pour le reste, voilà, je m'ennuyais. Donc heureusement que la deuxième partie est venue sauver le tout, et c'est pour cette raison que j'ai quand même été jusqu'au bout, mais ça a été très difficile. Pour tout vous dire, en général, un livre comme ça, il fait un peu plus de presque 380 pages, c'est écrit quand même assez grand et assez aéré. Si je vous trouve un en-tête de chapitre, en plus vous aviez des en-têtes de chapitre comme ceci, je trouvais qu'il était très bien fait. Ça se lit quand même assez vite en général pour moi, en une semaine et demie, un livre comme ça il est lu. Là, j'ai regardé, j'ai presque mis un mois à le lire. Donc comme je vous dis, la première partie était très dure, et je pense que je l'ai fait traîner parce que j'avais pas envie d'y retourner. Mais voilà pourquoi donc j'ai un avis assez mitigé, car vraiment toutes ces longueurs m'ont beaucoup freiné. Et quand j'ai dû le noter, justement, je me suis dit oui, effectivement, à part les longueurs et ce que je vous ai dit à propos de Mulan, j'ai pas grand chose à lui reprocher d'autre. Mais je pourrais pas lui mettre une note plus haute, parce que je me dis certains autres livres qui ont eu des 7 sur 10 ont quand même été nettement au-dessus de celui-ci pour moi. Et c'est pour ça que du coup je me suis dit, alors quand même, la deuxième partie est très intéressante et vaut plus qu'un 5 sur 10. Et alors je me suis dit, j'y mets cette note-là, tout en sachant quand même que mon avis est mitigé, que c'est surtout les longueurs qui enlèvent des points. Après, je pense que ça peut plaire à certaines personnes, car j'ai vu des coups de cœur, j'ai vu tout cela. Il y a juste moi qui n'ai pas été réceptive à cette première partie. Mais si vous aimez tout ce qui est réécriture, tout ce qui est culture chinoise, et que vous avez envie de découvrir ce qui va arriver à Mulan par la suite, je pense que ce livre peut tout à fait vous plaire. Faut juste voir si avec vous, la première partie va passer ou pas. J'ai aussi avancé dans Beauty and the Beast of Paradise Lost, donc le tome 3 de Kayori Yuki aux éditions Pika. Je vous montre la couverture qui est magnifique. Et donc là, nous sommes dans une réécriture de La Belle et la Bête. Je vous refais juste un bref résumé du tome 1. Donc on suit Belle. Dans l'univers où elle vit, la forêt, il ne faut pas s'y rendre, car là-bas, il y a un monstre, une bête, qui enlève les jeunes femmes. Et on ne les revoit jamais. Belle va malgré tout aller dans la forêt, elle va rencontrer la bête qui essaie de l'enlever. Sa mère va s'interposer, et c'est donc sa mère qui va se faire enlever. Du coup, Belle va pouvoir rentrer chez elle, mais son père va très mal vivre la disparition de sa mère. Et par la suite, Belle va grandir et va décider en fait de se faire également enlever par la bête pour découvrir ce qui est arrivé à sa mère. Donc pour ce troisième tome, donc là on est plus ou moins au milieu de l'histoire, c'est aussi, ça me fait mon manga du mois aussi pour l'occasion. J'ai mis la note de 9 sur 10, franchement c'est pour le moment le tome que j'ai préféré de cette saga. Et là, je dois dire qu'on avance beaucoup et qu'il y a des éléments que j'ai trouvé vraiment très intéressants. Je vais vous dire vraiment les points qui m'ont beaucoup plu, sans vous spoiler, mais voilà, c'était pour moi le tome pour le moment qui me plaît le plus. Alors, il m'en reste encore deux, à voir ce que j'ai pensé des suites.
Mais là, vraiment, j'ai trouvé qu'on était dans une suite prenante et j'apprécie de me replonger dans cet univers. C'est un univers sombre, gothique. J'aime beaucoup et les nuances qu'on a entre les dessins par des dessins très sombres, d'autres qui sont vraiment très beaux, très clairs. C'est ça que j'apprécie beaucoup ici dans cette réécriture. Et là, également, on a beaucoup de révélations qui arrivent. Étant donné le dénouement final du tome 2, certains dénouements, on s'y attendait. Mais c'était quand même intéressant de les avoir. Donc là, notamment, on a la révélation sur la raison pour laquelle la bête a été maudite. Et aussi, on rencontre la méchante, on va découvrir pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, et surtout comprendre pourquoi elle est tellement obsédée par la beauté. Belle, par contre, là, va prendre un autre tournant, va la voir plus courageuse, et vraiment, c'était très bien amené, la manière dont c'est fait. Et là, dans ce tome, on va dire qu'elle va se faire une nouvelle alliée, ça aussi c'est très intéressant, c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié, qui arrive à partir du second tome, et là, on en apprend plus sur cette fameuse alliée, et ça m'a beaucoup plu, en tout cas, et j'ai bien apprécié la manière dont ce personnage secondaire était mis en avant, et tout ce qu'on apprend sur lui, vraiment, moi ça a été une très belle découverte sur ce point de vue-là. Et là aussi, on a des mystères liés à sa particularité qui sont dévoilés également, donc sur ce fameux protagoniste secondaire. Également, dans ce tome, on découvre la bête sous un nouveau jour. Jusqu'à présent, la bête, elle montrait pas trop ses sentiments, elle était, voilà, elle a envoyé pas mal de piques à Belle. Et là, on va la découvrir sous un jour plus humain, qui était très intéressant, et également, on va commencer à voir éclore des sentiments vis-à-vis de Belle. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Comme je vous le disais, donc on reste sur du dessin qui est très réaliste et vraiment très détaillé. Moi, des fois, je vous dis, je prends du temps pour le lire, je me le lis d'une traite, mais je m'arrête sur certains dessins tellement j'admire tous les détails. Et ce qui est retranscrit, moi j'adore. Et pareil, pour ce tome-ci, on a un dénouement final qui est vraiment, voilà, qui nous amène sur le prochain tome. Et qui va donc, alors le tome d'avant, on voyait venir certains éléments, mais vu comme ça se termine, pour ce tome-ci, on va dire que il va y avoir un grand choix qui va être fait dans le tome 4, et ça, j'ai hâte de voir ce qui va en découler, tout simplement. Donc là, comme je vous dis, j'ai lu ce manga d'une traite, c'est très beau. Après, voilà, j'aimerais vous montrer des dessins, mais j'ai pas envie de vous spoiler. Et j'essaye de trouver une page où vous ne voyez pas grand chose, voilà. Ne lisez pas les bulles au cas où, mais comme vous pouvez voir, c'est à la fois sombre, gothique, mais des très beaux dessins. Et comme je vous dis, moi, ce tome, c'est celui que j'ai préféré tellement, là, ça s'enchaînait les éléments, j'ai trouvé. Et vraiment, je me suis régalée. Alors après, dans ce tome, j'ai peut-être aussi relevé quelques trigger warnings, au cas où ils sont notés dans ma chronique sur mon blog. Je ne vous les dirai pas pour ne pas vous spoiler, mais voilà, il vaut mieux quand même les mentionner au cas où vous seriez sensible à cela. Et j'ai hâte de continuer ce manga, car vraiment, je suis prise dedans, et je suis vraiment curieuse de voir ce qui va se passer en fait dans les 2 derniers tomes, parce que je me dis, ben, on a passé la moitié, on approche gentiment de la fin, et me dire, ben, qu'est-ce qu'on nous réserve pour la suite? Et j'ai également lu Le Fléau des Vampires de Lucie Goudin aux éditions Elixiria. Je vous le mets ici car c'est une lecture que j'ai faite en numérique et c'était notre lecture commune du mois d'avril. Donc on l'a commencé en période de Pâques et on l'a terminé début mai. Alors pour faire un bref résumé, ici on suivait Raven qui est une jeune femme qui a tout oublié du jour au lendemain. Elle n'a plus aucun souvenir de son passé. Et donc elle a dû reprendre sa vie comme elle le pouvait. Un jour, en voulant aider un inconnu blessé devant son immeuble, disons que ça va lui porter malheur, elle va se faire enlever et découvrir l'existence des vampires. Les vampires souffrent d'une mystérieuse maladie qui semble vraiment les affecter et qui peut aussi se transmettre aux humains. Et disons que Raven n'a pas avoir trop le choix, elle va devoir les aider à découvrir d'où vient cette maladie et comment la soigner. Et surtout, disons que pour elle, elle y voit peut-être aussi l'opportunité de découvrir d'autres éléments sur son passé. Voilà pour le résumé. Alors sachez que ce livre, j'en avais entendu parler, il m'a fait très envie dès le début étant donné que c'était en lien avec des vampires et comme je vous l'ai déjà dit, je suis un peu en nostalgie. Je recherche des livres en tout cas avec des vampires, j'ai un peu cette nostalgie du vampire. Et là, c'était vraiment un livre qui pouvait m'intéresser. Et d'avoir pu le faire en lecture commune, en tout cas, c'était une belle découverte pour l'occasion. Ça m'a permis de le sortir de ma pile à lire.
Et c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. Franchement, je me suis régalée et il n'est pas passé loin du coup de cœur, j'ai envie de vous dire. Vraiment, c'était génial. Alors déjà, je peux juste vous dire, on a des trigger warnings, je ne vous les citerai pas tous pour pas vous spoiler, mais ils sont tous dans la chronique de mon blog, au cas où. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on parle d'enlèvement, comme vous pouvez vous en douter, il y a ce trigger warning là. Et on a également des scènes de sexe. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai. Les autres trigger warnings, je vous les laisse consulter sur mon blog. Ah, et aussi, oui, on parle également de maladies, ça vous en doutez, je ne spoile rien. Mais c'est peut-être bien de, comme je vous dis, que vous ayez tous les éléments en main, surtout si ça peut vous trigger. Voilà, tout est sur le blog au cas où ils sont mentionnés et j'en en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais sachez que, comme je dis, c'était une très bonne lecture. J'ai trouvé l'histoire vraiment prenante. J'ai adoré les personnages qu'on nous propose, il y a des personnages qui sont très complets et attachants, aussi bien les principaux que certains personnages secondaires qui vont être amis avec Raven, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et tout cela, on est avec une plume fluide aussi et immersive, ça se lit très vite, ça s'enchaîne, on a envie de défiler les pages en fait. Et là, disons que comme la lecture commune était séparée en différentes parties, quand on arrivait au bout, c'était dur de s'arrêter au bout de la partie parce que on avait envie de continuer, tellement on était pris dedans. Et là, ce que j'apprécie, c'est la manière dont on nous présente les vampires. On est vraiment sur des vampires qui sont effrayants, j'ai envie de vous dire, qui vraiment n'ont rien à faire d'une petite humaine et puis n'hésiterait pas à la broyer, voilà. C'est vraiment ces vampires effrayants-là que j'ai du plaisir à retrouver. On nous explique aussi la notion de clan de vampires qui est dans cet univers et les espèces que l'on a de vampires également, donc ça c'est vraiment très intéressant j'ai trouvé. Et la manière dont on nous explique cette hiérarchie chez les vampires. Et suite à cette fameuse maladie, Raven va devoir enquêter. Donc on va beaucoup être sur cette notion d'enquête pour découvrir d'où vient cette maladie et comment est-ce qu'on peut la guérir. Donc ça j'ai beaucoup aimé. Et vraiment l'enquête a une place centrale dans l'histoire, donc ça c'est vraiment très bien fait. Et bien entendu on pense que Raven va peut-être trouver un lien avec son passé en enquêtant là-dessus. Donc vraiment ça aussi c'était très bien fait. On a aussi bien entendu une romance qui vient, par-dessus tout cela une romance Enemies to Lovers, qui se dessine gentiment et qui est très très bien fait, que j'ai trouvé franchement tout du long. On la voit gentiment se dessiner et on se dit vraiment c'était intéressant. Et surtout qu'elle est vouée à des embûches en fait, parce que Raven, elle sait très bien qu'elle ne veut pas devenir un vampire, et bien entendu vous en doutez, l'autre protagoniste étant un vampire. Lui ne peut pas vivre au grand jour parmi les humains, donc disons que c'est ça aussi qui met pas mal de freins dans cette relation. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et un point très agréable aussi pour cette lecture, c'est tous les clins d'œil à la lecture qui sont faits. Parce que Raven est bibliothécaire, c'est une grande fan de lecture, et tout par moment on fait des clins d'œil avec certains livres qu'elle aurait lus, des romances ou des liens avec les livres. Et aussi, même des fois, on joue sur ça pour donner des touches d'humour, par exemple avec le vampire qui va commencer à aller lire, voir ce qu'il y a dans sa bibliothèque et que Raven elle se dit mais pourvu qu'il ne tombe pas sur tel livre. Ça c'était vraiment génial comme c'était fait. Et tout ce que je peux vous dire aussi c'est que la dernière partie, alors la toute dernière partie qu'on a lue, elle était retentissante. Entre grosses révélations, des péripéties et vraiment beaucoup de choses qui se sont enchaînées, c'était incroyable, j'étais prise dedans, j'ai dévoré cette partie-là. Et effectivement, alors j'ai peut-être vu venir un élément, mais voilà, ça ne m'a pas gâché la surprise car, au contraire, j'étais sur les fesses pour tout le reste. Déjà, l'origine de la maladie, j'aurais jamais imaginé ça, franchement. Et vraiment là, j'étais sur les fesses. Et aussi sur le passé de Raven, alors j'avais vu, imaginé certaines choses, mais j'avais pas pensé à cela et vraiment c'était incroyable. J'étais sur les fesses avec ce dénouement final et ça vaut le coup, tout simplement. Donc voilà, pour moi ça a été une très bonne lecture, contente de retrouver du vampire, cette notion d'enquête et tout ce qu'on y découvre en fait, cette notion de... Oui, toutes ces péripéties qui vont se dérouler pendant ce livre, moi j'ai adoré. Et si vous aimez tout ce qui est vampire, récit fantastique et comme je vous dis avec cette notion un peu de maladie qui est là, qu'il faut découvrir d'où vient cette maladie et comment la guérir, eh bien foncez vers cette lecture car franchement elle vaut le détour et moi comme je vous dis
On n'est pas passé loin du coup de cœur, j'ai vraiment adoré et ça m'a fait plaisir de revoir du vampire, vous n'imaginez pas à quel point. J'ai également lu Macara et le lion de pierre de J. Robbins aux éditions Le Héron d'Argent. Regardez la beauté de ce livre, franchement. J'adore la couverture. Donc, je remercie encore la maison d'édition qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce livre en service presse. Et franchement, j'étais vraiment ravie car il était dans ma wishlist. Et quand la maison d'édition m'a contactée, j'étais vraiment... Mais vous n'imaginez pas ma joie parce que cette histoire me faisait très 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 envie. Et d'avoir pu la découvrir, c'était un pur plaisir. Donc ici, on va dire que l'on est dans une fantasy, clairement, une fantasy asiatique. Nous suivons deux peuples. Il y a eu une guerre, un des deux peuples désormais gouverne l'autre et domine surtout l'autre. Nous suivons plus tard Macara, qui est une jeune rebelle. Elle a tout perdu pendant la bataille et la guerre lui a enlevé beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui, elle n'a qu'une envie, c'est de se venger. Par mégarde, elle va invoquer le lion de pierre. Et par cette occasion, elle voit l'opportunité de mettre sa vengeance à exécution. De l'autre côté, on suit Aren. Aren, c'est le prince. Donc justement, il appartient au peuple qui a gagné la guerre. Et il a pour mission de ramener le lion de pierre à la capitale et surtout de le ramener à l'arène. Il est prêt à tout pour mener à bien sa mission, y compris à pactiser avec l'ennemi. Donc voilà pour le résumé. C'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. J'ai passé un excellent moment de lecture. J'ai trouvé que c'était une histoire vraiment prenante. Et on est dans un univers riche et complexe. Et tout ça qui reprend, comme je vous dis, la culture asiatique. C'est vraiment très agréable. Il y a aussi un mélange entre la magie, la mécanique et les divinités qui est très bien fait à l'intérieur de cette histoire. On retrouve des personnages attachants qui sont vraiment complets aussi, ce qui est agréable. Et quand je vous dis tout cela, c'est vraiment aussi bien les personnages principaux que les personnages secondaires. Et chacun a un petit caractère bien trempé, ce qui les rend d'autant plus attachants, j'ai envie de dire. Et aussi, on a de magnifiques illustrations à l'intérieur du roman. Donc attendez, je vais vous montrer. Donc quand vous ouvrez le livre, ici vous avez une magnifique illustration couleur du lion de pierre que vous pouvez voir. Et tout au long du roman, alors vous trouvez des illustrations en noir et blanc. Et en fait, c'est les personnages qui vous sont montrés, vous voyez. Ici, là, vous avez Macara. Et comme ça permet vraiment de bien se les imaginer, de se représenter l'univers, tout ça. Et au fait, j'ai oublié de vous montrer l'objet livre. Vous voyez, il y a aussi un magnifique jaspage. Moi, franchement, je crois que c'est le plus beau jaspage que j'ai dans ma bibliothèque à l'heure actuelle. Mais vraiment, c'est magnifique et ça permet de s'immerger pleinement dans l'histoire. Et ce qui est vraiment bien fait aussi, je trouve, c'est l'évolution de nos deux protagonistes. Donc, d'un côté, on a, comme je vous disais, Macara, qui est animé par son désir de vengeance, et qui petit à petit va commencer à réfléchir et se dire que finalement, une issue pacifique serait peut-être mieux, surtout si elle permet de libérer son peuple sans tuer d'autres innocents. Et Aren, lui, il est assez solitaire, on va dire. Aren, c'est un personnage, des fois, je me suis retrouvée car il n'a pas les codes de la société. Il a l'habitude d'être seul et il a du mal quand il doit côtoyer les gens. Il n'a pas les codes. Et ça, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et donc, Aren, avec son côté solitaire, petit à petit, va commencer à s'ouvrir et à s'adapter à la vie de groupe et à la vie en société. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi, la manière dont c'est fait. On a aussi également une romance slow burn, qui s'installe gentiment et qui reste en arrière-plan, j'ai envie de dire. Elle ne prend pas le dessus sur le récit, et ça, je trouve que c'était aussi agréable. Bien entendu, après, on part sur une aventure pleine de rebondissements, avec un dénouement final qui est vraiment captivant, mais avec de l'émotion également, que j'ai adoré. Et aussi, ce qui est sympathique, c'est qu'on a une narration multiple à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que principalement, on suit nos deux protagonistes, Macara et Aren. C'est eux les personnages principaux, vous l'aurez compris. Et c'est vrai que ça permet aussi de comprendre ce que chacun pense, et surtout, ils ont deux manières totalement différentes de penser. Mais on peut suivre également certains personnages secondaires à certains moments opportuns. Et ça, c'est aussi agréable, ça permet de mieux les découvrir. Et j'ai beaucoup aimé cette narration multiple qui nous est proposée. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, Aren aussi a une particularité que l'on remarque sur la couverture. Voilà, c'est pas dit dans le résumé, c'est pour ça que je ne l'ai pas mentionné. Après, on le voit sur la couverture. Et disons que c'est mis plus en lumière dans le roman. Donc c'est pour ça que je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout cela. Après,
ce que j'ai un peu eu plus de mal, on va dire, c'est j'ai eu des difficultés au niveau de l'univers pour distinguer en fait les différentes choses qui nous sont proposées. Comme je vous disais, on a un mélange entre la magie, la mécanique et les divinités. Alors, à la fin du roman, vous avez une explication sur chacune des divinités et comment elle est représentée et on va dire les pouvoirs qu'elle peut avoir. Donc voilà, ça m'a pas mal aidé déjà. Mais malgré tout, comme on est sur un univers, comme je vous ai dit, qui est assez vaste, eh bien, quand on commençait à m'expliquer certaines choses, j'avais du mal à discerner en fait qu'est-ce qui était de la magie, qu'est-ce qui était de la mécanique, et qu'est-ce qui était justement les divinités en elles-mêmes, parce que des fois on nous parle aussi d'autres objets, euh, éléments on va dire, et je m'embrouillais les pinceaux au début, et c'est pour ça que j'ai retiré quelques points, parce que vraiment j'ai eu du mal aussi. Et pareil pour cette magie, alors il y a différents types de magie, là aussi des fois je pensais qu'il y avait que ce type de magie là qui existait, et quand j'en ai découvert d'autres je me suis dit mais je comprenais pas. Et il m'a fallu un temps d'adaptation, c'est pour ça peut-être que j'ai retiré quelques points, mais sinon c'était vraiment une très bonne lecture. Je me suis régalée tout du long, c'était un plaisir de suivre les aventures de Makara et Aren. Et vraiment c'était très bien fait, l'univers, tout ça, je me suis régalée. C'est une très bonne lecture si vous aimez tout ce qui est fantasy asiatique, que je ne peux que vous recommander. Et vraiment, on va dire, c'est très bien fait au niveau des personnages et de l'univers. J'ai également lu L'éveil de Tirésias de Camille B aux éditions La Boîte à Bulles. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Donc ici, en fait, on va suivre le mythe de Tirésias. Si vous ne connaissez pas ce mythe comme moi au départ, je vous avoue, moi je refais un peu ma culture en mythologie grecque, et là cette BD a été une bonne occasion pour découvrir le mythe de Tirésias. Donc Tirésias, c'est un berger qui va amener ses moutons paître au bord de la rivière. Et là, par mégarde, il va tomber sur une déesse qui est en train de se baigner. Ce n'est pas bien vu du tout qu'un mortel puisse voir une déesse. Et par la suite, il va donc être puni. Tirésias va devenir une femme. Il va donc découvrir ce qu'est la féminité pendant 7 ans. Et au bout de 7 ans, il va être retransformé en homme afin de pouvoir mener à bien le destin qui lui est destiné tout simplement. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, sachez que c'est une lecture moi que j'ai pu découvrir ce mythe grec. C'était très intéressant, comme je vous dis, j'en avais jamais entendu parler. Et après, je me suis un peu renseignée. Et là, on nous raconte clairement l'une des versions du mythe de Tirésias. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10 à cette lecture. Tout ce que je peux vous dire, j'ai juste noté un trigger warning. Alors voilà, c'est une bande dessinée comme je vous disais. Et on va dire qu'il y a beaucoup de scènes où où les gens sont nus. Voilà, donc si ça peut vous choquer, vous êtes au courant. Alors comme je vous disais, pour moi ça a été la découverte du mythe de Tirésias. Et on va suivre avec lui ces différentes transformations. Donc la transformation, il va passer d'homme à femme, puis de femme à homme, au bout de 7 ans pour pouvoir justement prendre le destin qui lui est destiné, tout simplement. On a une intrigue aussi qui est tournée vers... On ne tourne pas ça d'une manière que c'est une malédiction, on va dire. On est plutôt tourné sur le fait que c'est une acceptation et aussi une interrogation sur l'identité sexuelle. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant la manière dont c'était amené. Et il y a aussi des réflexions profondes, tout en sensibilité, que j'ai trouvé très intéressantes. Et par la suite, il y a une relation touchante entre Tirésias et un autre dieu qui va se développer. Et qui c'est tout cela avec de la tendresse et de la tolérance que, comme je vous dis, c'est vraiment bien amené là-dedans, tout en un peu côté un peu poétique, en émotion. Et j'ai beaucoup aimé. Et aussi, ce qui a été très agréable, j'ai envie de vous dire, c'est le lien très fort qu'a Tirésias avec sa maman. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui est vraiment très bien fait. Sa mère à Tirésias, pour vous dire, elle est vraiment très calme, pleine de bonté et d'une très grande sagesse. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé ce personnage. Comme je vous dis, bon, là, on est sur une BD, mais c'est un récit poétique, j'ai trouvé, qui nous ramène en fait ce mythe en fait, et on va découvrir également d'autres dieux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on tout au long de l'histoire, on nous fait également de brèves mentions d'autres légendes en fait de la mythologie, et aussi on voit l'apparition d'autres dieux et déesses. Donc pour moi, ça m'a permis aussi d'en apprendre un peu plus parce que les dieux et déesses,
comme je vous dis, je suis pas très au courant de tout ce qui est mythologie grecque et des fois j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux rien qu'au niveau des dieux. Alors là, ça m'aura permis quand même d'un peu mieux comprendre certaines choses, donc pour moi c'est pas plus mal. Et comme ça se termine, on va dire, le dénouement final annonce vraiment un long périple pour notre protagoniste. Et voilà, donc à voir s'il y aura peut-être une suite qui verra le jour, mais en tout cas là c'est vraiment le mythe que l'on découvre et ce qui va amener Tirésias à accepter le destin qui lui est réservé tout simplement. Après, pourquoi j'ai enlevé des points, on va dire, j'ai eu besoin d'un temps d'adaptation au niveau des dessins. C'est vrai que c'est pas le style de dessin que j'ai l'habitude, moi d'habitude, je lis des BD qui ont des dessins beaucoup plus nets. Là c'est un peu plus flou, différent au niveau du dessin, j'ai envie de dire. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la colorisation qui donne un effet, on a vraiment cet effet peinture. Et ça m'a beaucoup plu. Mais à passer ce temps d'adaptation, franchement, j'ai beaucoup apprécié cette BD. Je trouve qu'elle est très agréable. Et comme je vous dis, tout en poésie. Et elle vous permet également de mieux découvrir l'histoire de Tirésias. Donc si comme moi, vous ne connaissez pas ce mythe, je vous encourage vivement à découvrir la BD. Comme ça vous permettra aussi de découvrir l'histoire de Tirésias. Mais ce qui est sympathique avec la version BD, c'est que c'est tout en dessin. Et quand même, il y a moins de texte que dans un roman, ça se lit très vite. Et pour moi, comme je vous dis, ça a été une découverte très intéressante et qui me permet d'en apprendre un peu plus sur la mythologie grecque, tout simplement. J'ai également lu le deuxième tome d'Un amour sans époque, donc qui se nomme Des époques sans amour de Jean-Luc Conessa en auto-édition. Je vous montre la couverture. Pour vous faire un bref résumé du tome 1, on est en 2646, le monde a vécu l'apocalypse, les survivants ont fait ce qu'il fallait pour survivre et ont décidé de créer des nouvelles villes et une nouvelle civilisation. Nous sommes donc dans la ville d'Alpha et pour se reconstruire, le monde a dû se développer en fait des nouvelles mœurs pour ne pas reproduire les erreurs que nous avions faites tout simplement. À cette époque, nous allons suivre Kevin Seigneur. Kevin, il est archéologue et il est nostalgique de notre monde. Car en effet, il regrette le fait que l'amour et les sentiments ne soient plus à l'ordre du jour. À notre époque, nous suivons Emma Hamilton, qui est une romancière de romance particulièrement, qui ont beaucoup de succès, mais elle n'arrive pas à trouver un homme qui lui convienne. En 2646, on va dire que Kevin, ce qui fait qu'il arrive à se connecter à notre époque, c'est surtout les livres qu'il lit et principalement les romances d'Emma Hamilton. Kevin va avoir la chance de gagner à la loterie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir voyager dans le temps et revenir à l'époque qu'il souhaite pendant une semaine. Il va donc décider de revenir à notre époque pour espérer rencontrer Emma. Voilà donc pour le résumé du premier tome. Sinon, ce second tome a été une très belle découverte, totalement différente du premier. Je lui ai mis la note de 9 sur 10. Et franchement, alors, comment vous dire, déjà, on est sur un changement radical de décor. On est sur une ambiance qui est plus axée sur la survie et sur des choix moraux difficiles, car on va remettre en cause les mentalités établies. Donc, comme vous pouvez le deviner, on va voyager entre 2646 et notre époque. Et disons qu'avec tout ce qu'on va vivre, c'est beaucoup plus sombre que le premier tome, effectivement. Mais ça reste une histoire addictive, même si on a cet univers plus sombre qui s'impose. Mais moi, ça m'a quand même beaucoup plu. Et on reste avec des personnages qui sont toujours aussi attachants et avec des caractères très variés. La narration multiple aussi est très bien faite car elle nous permet de voyager entre le futur et le présent et de voir ce qu'il se déroule à chacune des époques. Et quand on termine un chapitre justement, on a hâte de retrouver les protagonistes que l'on va quitter. C'est vraiment dynamique comme ambiance et comme je vous dis, on a vraiment hâte de savoir ce qu'il va se passer. Et alors bien entendu, Jean-Luc Conessa nous réserve un dénouement final riche en émotions et surtout bouleversant. Vraiment, ça m'a retourné la fin qu'il nous propose, mais j'ai envie de vous dire, malgré toutes les émotions qu'on ressent et tout ce qu'il nous réserve, il y a quand même toujours une touche d'espoir que je trouve qui est très bien faite. Et un autre point important qu'il faut que je relève aussi dans cette lecture, c'est que ce qui est sympa, c'est qu'au tout début, on a un résumé du tome 1, donc si vous l'avez lu il y a un certain temps, vous pouvez totalement
retrouver les éléments clés du tome 1 à travers ce résumé spoilant. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant de le faire, surtout quand on est sur des tomes 2 ou des suites. Alors comme je vous dis, pour moi, je me suis régalée, même si ça a été riche en émotions. C'est une lecture qui fait un peu plus de 260 pages, mais je vous dis, j'étais prise dedans, fallait que j'enchaîne. Et c'est écrit quand même assez grand et assez aéré, donc vraiment, je me suis régalée. Et si vous aimez tout ce qui est science-fiction, avec dans un premier tome plus tourné sur de la romance, des belles découvertes, et un second tome beaucoup plus sombre avec, comme je dis, cette notion de survie, eh bien, foncez vers cette lecture car franchement, ça vaut le détour et la plume de Jean-Luc est juste incroyable. J'ai également lu Complot à Versailles, le tome 1, à la cour du roi, de Carbone, Julia Adragna, et c'est selon l'œuvre d'Annie G. Donc, et c'est aux éditions Jungle que je remercie pour notre service presse ainsi que NetGalley. Donc ici on est sur une BD historique qui m'intrigue depuis un petit moment, donc je vous la mets ici car je l'ai lu en numérique et comme je vous dis c'est un service presse. Alors pour faire un bref résumé, on est en 1676 et on va suivre Cécile. Cécile, elle a été sauvée de la noyade par une famille qui l'a par la suite recueillie et qui l'a élevée. Par la suite, son amie Pauline va être convoquée à la cour du roi Soleil pour justement devenir, je crois que c'est dame de compagnie pour la reine. Cécile va donc l'accompagner et découvrir la cour du roi. Donc voilà pour le résumé, je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. C'est une BD à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Franchement, j'ai trouvé l'histoire intéressante et j'ai apprécié la plongée que l'on va vivre au cœur de la cour du roi Soleil. On a une histoire qui est vraiment centrée autour de l'amitié, mais aussi sur tout ce qui est les intrigues de cour. Notamment, je pense au complot, aux trahisons et surtout à la peur de la prise de pouvoir en fait. Et tout ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. En plus, Cécile, elle a une particularité. En fait, depuis sa noyade, elle a oublié son passé. Elle ne sait pas d'où elle vient, qui est sa famille, toutes ces choses-là. Et petit à petit, au fil de l'histoire, on va en apprendre davantage sur les mystères qui sont liés à son passé. Et ça, c'est très intéressant. En plus, au niveau dessin, on est sur de magnifiques illustrations. J'ai trouvé ça sublime. C'est très réaliste et ça nous plonge dans cette ambiance historique. J'ai beaucoup aimé. Et aussi, les illustrations sont faites avec des couleurs vives. Vraiment, tout ce qui pour me plaire. Après, je dirais que les péripéties s'enchaînent vraiment rapidement. Car en plus, on est sur une BD, c'est normal, ça va très vite. Et parfois, ça fait aussi qu'on peut être perdu, notamment au niveau du changement d'humeur des personnages. Mais voilà, c'est ce qui arrive régulièrement avec les BD, car ça va beaucoup plus vite. Et comme je vous dis, les changements d'humeur des personnages peuvent sembler un peu abrupts. Après, pourquoi j'ai enlevé des points? Parce que malheureusement, j'ai eu du mal à me rappeler tous les noms, surtout ceux des personnages secondaires que l'on nous mentionne de temps en temps, ainsi que leurs fonctions. Et des fois, c'est vrai que je m'en mêlais pas mal les pinceaux, et c'est, comme je vous disais, comme ça va très très vite au niveau de cette histoire, j'ai eu un peu tendance à être perdue par moments, et selon les changements, les transitions qu'on nous faisait, j'avais tendance à me perdre rapidement. Et aussi de me dire, mais c'est vrai que des fois les changements d'humeur de nos personnages, se dire que là, à un moment donné, il était en colère et tout d'un coup, tout va pour le mieux. C'est vrai qu'il faut pas oublier que ça reste une BD, mais c'est vrai que des fois, ça reste vraiment très rapide et ça peut être déconcertant. Voilà pourquoi je lui ai retiré quelques points. Malgré tout, ça reste une belle découverte. La manière dont ça se termine me donne envie de découvrir la suite. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qui va arriver à Cécile dans les prochains tomes. J'ai également lu Alice à Venise, donc c'est le tome 65 des aventures d'Alice de Caroline Quinn aux éditions Hachette dans la collection Bibliothèque verte. Je vous montre la couverture que j'aime beaucoup. Et pour faire un bref résumé, ici on suit Alice avec ses amis Bess et Marion qui sont en vacances à Venise. Sauf que les vacances vont vite être écourtées car Alice disons, devoir mener l'enquête. Et il va se passer pas mal de choses durant leurs vacances. J'ai mis la note de 7 sur 10 à cette lecture, donc déjà c'était un vrai plaisir de pouvoir replonger dans cette saga de mon enfance et de découvrir un volume que je n'avais pas lu à cette époque. En plus, cette fois, Alice et ses amis nous entraînent dans une enquête qui est vraiment prenante, tout en nous faisant découvrir la ville de Venise qui, pour anecdote, je n'ai jamais visité, donc là ça a été une occasion un peu d'être prise avec elle dans cette aventure. Et j'ai particulièrement apprécié les différents points de vue qu'on nous propose justement pour suivre les protagonistes qui se séparent à certains moments.
Dans ce tome, on va également vivre pas mal de péripéties avec nos amis. Donc ça, c'était bien fait, j'ai trouvé. Et on a un dénouement final qui est bien mené. Donc comme d'habitude avec Alice, ça se lit très vite. Et vraiment, c'est toujours sympathique à découvrir. Après, j'ai enlevé des points car je ne sais pas pourquoi, mais avec ce tome, j'ai eu du mal à entrer dans l'aventure. J'ai eu l'impression en fait de survoler le récit. Alors qu'avec les autres tomes que j'ai eu jusqu'à présent, j'avais plus l'impression... Oui, celui-là, je dirais que c'est un tome où j'ai moins été dedans que les autres, que j'ai moins été prise dedans, alors que pourtant, il y avait tous les éléments pour me plaire, mais je ne sais pas pourquoi. Il ne m'aura pas autant marqué que certains. Voilà, c'est comme ça. Après, il y a beaucoup de tomes et peut-être celui-ci m'a moins parlé que d'autres. Mais ça reste une très belle découverte et j'étais contente de retrouver notre détective dans ses nouvelles aventures. Donc en plus, comme je vous dis, ça se lit très vite. C'est une lecture, elle fait 180 pages, c'est écrit grand et aéré. En plus, vous avez des illustrations. Voilà, vous voyez, vous avez des en-têtes de chapitres, des illustrations en tête de chapitres et enfin de chapitres. Et vraiment, ça reste du jeunesse, donc ça se lit vite et c'est toujours agréable de retrouver notre détective. Et en tout cas, j'ai encore des tomes dans ma palle et j'ai hâte de les découvrir. J'ai également lu Chaman Urbex de Maxime Fontaine aux éditions Screenéo. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et je remercie encore la maison d'édition ainsi que Gali pour l'envoi de ce service presse. Donc ici, on va suivre Clara. Elle a subi un accident et depuis elle est passionnée par l'urbex. Elle va se rendre sur un nouveau site et lors de sa visite elle va découvrir un mystérieux carnet qui semble appartenir à Shaman Wolf. Celui-ci est une ancienne légende de l'urbex. Il est décédé dans des circonstances mystérieuses et le carnet semble emmener Clara vers différents lieux et petit à petit percer le mystère vers le décès de Shaman Wolf. Voilà pour le résumé. Alors ici c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10. Franchement j'ai bien apprécié le fait que l'histoire soit centrée sur l'urbex. C'est vraiment une aventure intrigante déjà parce qu'on va visiter des lieux qui parfois moi-même fait frissonner comme c'était décrit. Et aussi c'est vraiment ce côté exploration qui m'a plu. Et tout part de justement la première exploration que Clara va faire qui va la lancer sur une quête et sur les traces de cet individu énigmatique qui était Shaman Wolf. On est aussi, comme je vous dis, vraiment pris dans l'ambiance quand on est dans ces lieux abandonnés. Moi vraiment, parfois je trouvais que c'était frissonnant, vraiment je me disais je pourrais pas être là toute seule comme elle le fait elle. Et les énigmes vont s'enchaîner, c'est prenant. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la variété de lieux abandonnés que l'on va voir à travers ce livre. Et on a eu la bonne idée aussi d'ajouter des illustrations qui renforcent le côté spirituel que l'on essaye de nous transmettre à travers ce livre. Tout est aussi le côté mystérieux, car des fois, dans ces illustrations, on a certains éléments, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. Après, j'ai bien aimé l'histoire, je dois dire, c'était intéressant, tout ce qui était lieu abandonné, mystère, et un peu cette touche de fantastique qui vient se glisser par endroits. Moi, ça, c'est tout ce que je recherchais. Après, je dois avouer que le dénouement final ne m'a pas vraiment convaincue, je ne m'attendais pas à cela, c'est plus parti dans un aspect fantastique, mais qui va prendre de l'ampleur, mais du côté plutôt d'une dimension spirituelle et chamanique. Et c'est vrai que moi, j'ai pas été très réceptive à cette fin en fait. Et aussi je dois dire que je n'ai pas été très attachée envers nos personnages et plus particulièrement envers Clara. Elle pouvait faire des choses, disons voilà, je la suivais mais je n'étais pas plus attachée que cela à elle, donc c'est pour ça que j'ai retiré quelques points. Après je pense que c'est une lecture jeunesse qui peut être intéressante, surtout si vous aimez l'urbex, avec quand même du mystère, un peu de côté frissonnant, spooky qui peut être aussi là derrière. Après, faites juste attention, j'ai relevé des trigger warnings, je ne vous les dirai pas pour ne pas vous spoiler, mais je pense que si vous donnez ça à un jeune lecteur, c'est quand même bien que vous soyez au courant qu'il peut trouver ces scènes là dedans. Donc au cas où, si vous voulez savoir ce que sont les trigger warnings, je les ai mentionnés dans la chronique sur mon blog. Mais c'était une belle découverte et franchement, j'ai bien aimé ce côté urbex. J'ai également lu le 3e tome d'Acotar, Un palais de cendres et de ruines de Serge Mas aux éditions La Martinière. Je vous montre la couverture. Et voilà, je ne vous refais pas le résumé d'Acotar, je pense que vous êtes déjà assez
informé sur en tout cas le résumé du premier tome. Celui-ci, je ne vais pas vous faire un résumé parce que ça spoilerait les gens qui n'auraient pas lu ACOTAR et ce n'est pas mon but. Tout ce que je peux vous dire pour moi, c'est que c'est une relecture et que c'est de nouveau un gros coup de cœur. Franchement, je dois dire que dans cette relecture, c'est le tome duquel je me rappelais le moins, j'ai réussi à parler, et ça a été une magnifique redécouverte et j'ai vraiment eu l'impression de le lire comme si c'était la première fois que je le découvrais, donc vraiment très très belle découverte et je suis contente de m'être lancée là-dedans. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une suite prenante, où c'est qu'on se rend compte que chaque élément que l'autrice a mentionné à un moment donné de l'histoire prend son importance et en fait que c'est toutes des petites miettes qu'elle a achetées au fur et à mesure, et là, d'un coup, elle nous les assemble et on se dit mais waouh, franchement c'était réfléchi, voilà, c'était pas quelque chose qui était donné pour rien et ça j'ai trouvé ça incroyable, vraiment waouh. Faut le lire pour le comprendre, j'ai envie de vous dire, mais dans ce tome, vraiment tout prend son sens et c'est vraiment agréable. Tout comme il est également très agréable de retrouver tous nos protagonistes ainsi que les liens très forts qui les unissent. Moi ça m'a fait plaisir de replonger là-dedans. Et également de nouveaux liens vont se tisser entre d'autres personnages. Et je dirais que même tous ces liens, toute cette amitié, tout cela, c'est ce qui amène de la profondeur, je trouve, en plus à l'histoire et c'est ce que j'apprécie beaucoup. C'est ce qui la rend encore plus vivante, qu'on a envie, qu'on s'y attache, qu'on s'attache à tout le monde et puis qu'on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose. Donc moi, vraiment, j'adore. Sinon, on continue notre découverte dans cet univers, j'ai envie de vous dire, on s'arrête jamais. Là, notamment, j'ai pu découvrir de nouvelles cours ainsi que de nouveaux protagonistes qui sont très intéressants. Donc vraiment, c'est un univers que je trouve fascinant et qui n'arrête pas de me surprendre en fait. Donc j'adore. Et on a un dénouement final, mais comment vous dire, c'est juste renversant et addictif à la fois. Et, il se passe énormément de choses aussi, il y a de l'émotion. Vraiment, le dénouement final, c'est impossible de lâcher le livre parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Vous voulez savoir comment ça va se terminer, vous ne pouvez pas arrêter en plein milieu, c'est pas possible. Tellement vous êtes prise dedans et ce que l'autrice nous fait, c'est waouh, incroyable. Et disons que la manière dont elle clôt ce livre montre aussi que c'est la fin de l'arc dédié à Fer. Oui, je sais qu'on dit feuille là en anglais, sauf que comme je vous dis, et que j'ai dit, moi j'avais dit Fer, je le prononce à la française et quand j'ai lu pour la première fois ACOTAR, il n'y avait pas encore toute la hype qu'il y a aujourd'hui. Et voilà, moi je l'ai prononcée à la française et pour moi elle s'appelle Fer, je suis désolée, j'arrive pas à l'appeler feuille là. Mais là on voit clairement aussi que comme je vous dis, l'arc de Fer prend fin. Et c'est aussi pour ça qu'après, le tome de transition accentue encore plus cette idée de fin et le fait qu'on va partir avec un autre personnage et ensuite on part sur l'arc dédié à Nesta. Voilà, donc pour moi c'est un gros coup de cœur. Je dirais pas qu'il surpasse mon coup de cœur du tome 2. Pour moi c'est mon tome 2 le préféré. Alors je sais très bien que le tome de transition ne va pas le dépasser aussi. Mais par contre, le tome sur Nesta, je ne l'ai encore jamais lu, donc ce sera la découverte. Et là, peut-être qu'il y aura une surprise de ce côté-là. Mais en tout cas, je suis toujours aussi fan d'ACOTAR. Et j'ai hâte de me lancer dans la suite, parce qu'il me reste encore à le relire, le fameux tome de transition. Donc je vais peut-être pas me le caser pour juin, mais peut-être pour juillet, il va y passer. Comme ça, par la suite, je pourrai me mettre assez rapidement le tome dédié à Nesta. Voilà, j'arrive au bout de ce point lecture. Comme vous avez pu le voir, il y avait un peu de tout. Des meilleures lectures, du un peu moins bon. Et mon coup de cœur pour ACOTAR de nouveau. Donc pour le mois de juin, je vais commencer ma pile à lire de l'été, continuer la pile à lire du Flowers Book Challenge et ainsi aussi pour commencer la pile à lire du Summer Book Challenge. Vraiment j'ai hâte et puis surtout que là j'aime les lectures d'été, disons j'aime bien ces lectures dans une ambiance vraiment vacances, tout ça, donc j'ai hâte de pouvoir m'y lancer. Sinon, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me disant si vous aussi vous avez des coups de cœur, des déceptions sur ce mois, ou ce que vous avez lu tout simplement. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji, vous pouvez me mettre les 3 livres empilés. Ou sinon, vous pouvez me mettre un emoji spécifique, un livre qui vous fait envie, je sais pas, pour Macara et le lion de pierre, vous pouvez mettre un lion. Ou bien pour la Beauty and the Beast of the Paradise Lost, vous pouvez mettre une rose. Pour la réécriture sur Mulan, un dragon. Voilà, laissez parler votre imagination. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines, et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ou plutôt à mercredi prochain, et portez-vous bien. Bye bye!